Alors, bienvenue à tous dans cette capsule dont je vous avais parlé dans l'édition principale. Cette capsule s'imposait pour moi parce que dans notre propos, dans le dossier que je vous ai présenté précédemment, on a beaucoup parlé bien sûr du mal de dos, de comment avoir un bon dos, et on a évoqué le fait qu'il y avait finalement assez peu de patients, de gens qui se faisaient opérer. Toutefois, il y a une frange de cette population que je vois en consultation que j'estime à peu près à 10%, qui nécessite néanmoins une intervention. Et je voulais profiter de cette capsule pour vous présenter quelques principes de base concernant la chirurgie en particulier, puisqu'on a parlé de beaucoup de traitements conservateurs. Et là, on va beaucoup s'appuyer sur l'expérience que j'ai en consultation et en chirurgie, qui va nous permettre de savoir qui on peut opérer, dans quelles conditions, avec quelle technique. Et c'est pour ça que je vous propose d'aborder dans un premier temps quelques idées que l'on a sur quelques idées reçues que l'on a sur la chirurgie que j'entends très fréquemment dans mon cabinet, mais également je peux lire. Alors nous allons voir dans un premier temps les idées reçues au sujet de la chirurgie que je peux entendre avec mes patients, mais également que l'on peut lire dans la presse écrite ou entendre à la télévision, dans les médias. Eh bien, la première idée que l'on reçoit, en tout cas que je perçois, c'est que la chirurgie du dos, c'est dangereux. Alors je dirais que n'importe quelle chirurgie, quelle qu'elle soit, elle présente un risque qu'il faut mettre en balance par rapport entre l'indication, le terrain du patient et le bénéfice que l'on peut escompter. Il n'y a pas d'activité humaine qui ne présente pas un risque. Le prendre l'avion vous expose à un risque d'accident. Pour autant, il y a très très peu d'accidents et de mortalité dans l'aviation, parce qu'il y a des procédures de sécurité qui ont été établies grâce à un retour d'expérience. Alors je dirais que la chirurgie, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Toutefois, il faut savoir qu'effectivement, il y a un risque. On estime en moyenne que le risque de complications, alors au sens large du terme, représente à peu près 5% des cas. Et ce taux de complication augmente en fonction de l'importance de la chirurgie que l'on va proposer. Je prends un exemple. Si on propose une chirurgie pour hernie discale comparée à une chirurgie où on va mettre des vis pour fixer le rachis, pour mettre des tiges et des barres pour figer le rachis, on comprend bien qu'entre la hernie discale et le fait de mettre des vis, c'est un geste opératoire beaucoup plus lourd et qui va augmenter de manière statistique le risque de complications post-opératoires. Dans certains centres qui effectuent des chirurgies extrêmement lourdes du rachis, c'est-à-dire des chirurgies de correction de déformation, je pense en particulier aux scolioses dont on a parlé la dernière fois, on peut atteindre des complications jusqu'à 50%, ce qui me semble quand même beaucoup, mais il est vrai que lorsqu'on fait que ce type de chirurgie dans les centres spécialisés, on s'expose immanquablement à ce type de complications et on peut approcher ce chiffre qui peut paraître important et qui l'est du reste. L'autre idée que l'on peut entendre, c'est que je vais rester paralysé. Alors paralysé, ça fait partie des complications de la chirurgie du rachis, mais il faut dire que cette complication-là, le fait de se retrouver en chaise roulante, elle est quand même rarissime. On peut l'estimer à 0,3% des cas, donc c'est extrêmement faible, mais elle n'est pas égale à zéro en effet. Et l'autre chose qu'on peut entendre, lorsqu'on propose à un patient de mettre des vis pour une fracture ou une instabilité, le patient dit je vais avoir des vis dans le dos, donc mon dos est fichu, ma vie est foutue, je ne pourrai plus faire de sport. Alors c'est pas tout à fait vrai. À partir du moment où on a du matériel, dans la plus grande majorité des cas, les patients correctement rééduqués et informés peuvent reprendre une activité sportive adaptée et on sera là évidemment pour l'orienter ainsi que l'équipe de rééducation. Il faut savoir que si on a peur légitimement de la chirurgie, et si on souffre d'une douleur qui devient chronique, vous savez, la chronicité c'est au-delà de 3 mois, eh bien il faut savoir, garder à l'esprit que si cette douleur n'est pas prise en charge d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit chirurgicale ou pas chirurgicale, elle peut évoluer vers une douleur chronique. Et ces douleurs chroniques, on les appelle dans notre jargon les douleurs neuropathiques, et je dirais, pour la définir, c'est une douleur qui est due à une lésion du système nerveux, et qui entraîne quoi, en définitive qui entraîne donc des douleurs chroniques, je l'ai dit, mais également des sensations de décharge électrique, d'étau, de brûlure, d'arrachement du membre ou des membres concernés.
Donc ces douleurs neuropathiques nous font plonger dans un autre domaine de la thérapeutique, qui est le traitement des douleurs neuropathiques, et qui nécessite l'emploi de médicaments psychotropes, mais également parfois de chirurgie, de stimulation de la moelle épinière afin de traiter ces douleurs. Maintenant, après avoir vu les idées reçues au sujet de la chirurgie du rachis, nous allons aborder le sujet de quand ne pas se faire opérer. C'est assez curieux pour un chirurgien de dire ça, mais c'est la question qu'on se pose sans arrêt. Les deux questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une relation entre les signes, les plaintes du patient et les lésions qu'on voit, la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment on peut traiter cette lésion. Est-ce qu'il y a vraiment une indication à faire une intervention? Et donc, on évite une intervention, en tout cas on évite de proposer une intervention sur des lombalgies simples qui peuvent être traitées médicalement pour la plupart d'entre elles. Pour celles qui ne peuvent pas être traitées correctement ou qui sont chroniques, il est très rare de proposer une intervention, et en général on propose soit des interventions où on bloque les vertèbres, ou une intervention où on va changer le disque, c'est-à-dire qu'on va remplacer le disque par une prothèse qui va assurer une certaine mobilité entre les deux vertèbres. Mais cette intervention va éliminer le disque malade et le remplacer par une prothèse. On n'opère pas les patients qui sont en voie d'amélioration. On voit souvent des patients qui sont sous traitement, on pose la question, mais alors quelle est l'évolution de votre douleur dans le temps? Ah ben ça va beaucoup mieux docteur, mais j'ai encore un résidu de douleur. Eh bien ces patients-là, il ne faut pas se précipiter à proposer une intervention même s'il y a une indication sous-jacente, car dans quelques semaines ou quelques mois, ce patient peut encore s'améliorer d'un point de vue douleur, ce qui rend absolument discutable l'indication d'une chirurgie. Donc lorsqu'on s'améliore, il n'est pas urgent d'opérer, il est plutôt urgent d'attendre, si je puis dire, et de voir l'évolution et de voir si vraiment il y a indication à prendre un risque opératoire. Il y a également je pense, une contre-indication, c'est l'état psychologique du patient. Tous les patients qui présentent des psychoses ou des syndromes hystériformes et autres doivent être considérés de manière à part, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils soient pris en charge en psychiatrie pour être réévalués, car on sait qu'une intervention peut aggraver soit les syndromes psychiatriques, ou le syndrome psychiatrique peut aggraver les douleurs ou mettre en péril les résultats de l'intervention. Et je vous rappelle le syndrome de tension musculaire, qui est un syndrome à part, qui repose sur des tensions musculaires elles-mêmes provoquées par des souffrances psychologiques. Il est évident que dans ce domaine-là, il faut faire très attention et ne pas se précipiter sur une intervention, même si le patient fait le siège de votre bureau, car la plupart du temps, ce problème-là peut se régler d'une autre manière par une prise en charge psychothérapeutique en particulier. Mais également, il y a un dernier point qui nous fait poser question sur le risque et l'indication et le fait de ne pas opérer, c'est le terrain du patient. Imaginez un patient qui est en obésité morbide, qui présente également un diabète, qui a un terrain, on va dire, vasculaire compliqué, il prend des anticoagulants. Il est évident que chez ces patients-là, il y a un risque accru d'infection, d'hématomes post-opératoires, de phlébite, d'embolie pulmonaire et au final de décès. Donc il est hors de question de prendre ce risque et de traiter chirurgicalement un patient qui est dans cet état-là. Donc c'est pourquoi, dans notre équipe pluridisciplinaire, nous allons faire appel à d'autres acteurs de santé pour pouvoir corriger ces facteurs de risque. Alors au final, on a vu toutes les situations où il fallait éviter une intervention. Maintenant qu'on a posé une indication opératoire qui est assez peu discutable, que le patient a bien compris le but de cette intervention, qu'il est bien informé de la technique, des risques, des alternatives et des suites possibles, eh bien, quel type de pathologie opère-t-on? Alors la pathologie la plus fréquente, c'est la hernie discale lombaire. Vous savez, ce disque, au milieu, il y a un noyau qui peut perforer l'enceinte dans laquelle il est compris et peut ensuite aller comprimer les racines qui sont dans le canal rachidien. Et donc, ça donne une douleur au niveau lombaire, une douleur sciatique qui suit un trajet nerveux très particulier, mais on peut également avoir des douleurs, des hernies discales cervicales qui donnent des sciatiques du bras, donc des névralgies cervico-brachiales. Eh bien,
Ce sont ce type de pathologies qu'on traite le plus souvent. En outre, nous avons les conséquences de l'arthrose qu'on avait vu la dernière fois dans ce dossier, notamment le canal lombaire étroit. Donc le canal lombaire étroit, c'est la crise du logement, je peux dire. Donc dans le canal rachidien, il y a des racines nerveuses. Elles sont limitées de chaque côté par les articulations qu'on avait vues, qui permettaient la flexion et l'extension. Et lorsque l'arthrose commence à attaquer ces articulations, elles deviennent exubérantes et elles commencent à pousser à l'intérieur du canal et à comprimer les racines nerveuses. C'est pour ça que je dis que c'est la crise du logement. Il y a trop de monde dans le canal rachidien. Et donc, ce type de pathologie, dans mon expérience personnelle, je crois que c'est la plus fréquente que je rencontre et que je traite. Donc le traitement, ça va être d'enlever tous ces becs de perroquet qui nous embarrassent et qui embêtent le patient. Ensuite, il y a toutes les instabilités, notamment le spondylolisthésis. Je vous rappelle que spondylo, c'est-à-dire vertèbre, listhésis, c'est-à-dire déplacement. Donc ce sont des vertèbres qui se déplacent l'une par rapport à l'autre, comme ceci, et donc qui entraînent une instabilité, mais également une souffrance des racines qui sortent de chaque côté de la colonne. Et cette pathologie relève effectivement, cette fois, d'une chirurgie beaucoup plus lourde qui consiste à remettre la vertèbre, si on peut, en place, et surtout de la fixer avec du matériel, soit des vis, des systèmes de greffe entre les vertèbres, et des tiges et des vis. Après avoir parcouru les pathologies principales qui relèvent de la chirurgie, alors quand se faire opérer? On avait vu quand ne pas se faire opérer. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui doit ou peut motiver une chirurgie? Soit de manière programmée, soit en urgence. Eh bien, la première raison, c'est que les patients sont rebelles au traitement médical. C'est le terme qu'on emploie dans notre jargon. C'est-à-dire qu'on donne tous les traitements possibles, imaginables, les médicaments pour la douleur, les médicaments qui vont relaxer la musculature, qui vont diminuer l'inflammation. Ils ont été rééduqués dans tous les sens, avec du Mackenzie, du Mézières, tout ce que vous voulez. Ils ont été infiltrés également, c'est une méthode thérapeutique qu'on peut utiliser. Eh bien, ces patients ont toujours mal, voire même se dégradent. Alors effectivement, dans ces situations-là, il faut discuter d'une intervention après avoir éliminé toutes les contre-indications dont on a entendu, notamment liées surtout aux problèmes du terrain. L'indication opératoire, elle ne se discute même pas, et surtout, elle est urgente lorsqu'il y a l'apparition de signes neurologiques. J'en avais parlé dernièrement, mais je le répète, c'est très important, et je pense que ça, c'est une chose qu'on doit absolument garder dans un coin de sa tête, c'est lorsqu'apparaissent des signes neurologiques, j'entends par là des troubles moteurs, c'est-à-dire une paralysie. Le patient qui a mal dans la jambe, qui a une sciatique, il marche dans le couloir, on entend, il tape du pied, donc c'est-à-dire qu'il a du mal à relever le pied. Il peut également avoir une paralysie, il ne peut pas se tenir sur la pointe du pied. Ou alors, quand il pose la jambe par terre, il s'écroule comme ça parce qu'il n'y a plus de force au niveau du moyen fessier. Donc tout ça, tous ces signes-là, doivent alerter, doivent motiver une consultation urgente, et en particulier si on présente des troubles sphinctériens, c'est-à-dire, je le répète, la difficulté de retenir les urines ou l'impossibilité d'évacuer sa vessie. C'est-à-dire qu'on se retrouve en globe vésicable. C'est-à-dire que le sphincter n'étant plus commandé par le nerf qui est bloqué, qui est irrité, le sphincter ne peut plus s'ouvrir et la vessie ne peut plus se vider, et d'où vous vous retrouvez en globe, c'est extrêmement douloureux et angoissant. Également, lorsque vous présentez des troubles type perte de sel ou constipation, ce qui est plus difficile pour faire le lien entre un problème neurologique. C'est beaucoup plus simple de s'alarmer lorsqu'on a des pertes de sel que l'inverse. Et surtout, la dernière chose, quand se faire opérer, c'est quand on a bien compris les enjeux de l'intervention, comment ça se passait, quelle en était la technique, les complications possibles. Et s'il n'y a pas d'adhésion et qu'il n'y a pas de compréhension du geste, c'est quand même très difficile de s'aventurer sur une chirurgie. Donc la formation du patient est primordiale. Alors une fois qu'on a posé l'indication opératoire, que le médecin généraliste se dit oui, effectivement, il y a peut-être une chose à faire d'un point de vue chirurgical, la question lancinante qui revient, c'est comment choisir son chirurgien? Il y a beaucoup de chirurgiens, enfin de moins en moins malheureusement, mais lequel est le meilleur pour ce que j'ai? Alors je vais donner quelques conseils pour choisir votre praticien. Et la première chose, le premier conseil, c'est la notoriété.
c'est-à-dire le bouche à oreille. Alors ce n'est pas un élément, on va dire, très discriminant, mais quand même, si des gens ont été opérés par ce chirurgien, ils sont contents, ils ont été très satisfaits de sa prestation, de sa façon d'être avec lui, et bien effectivement, c'est un élément, je pense, important à prendre en compte. Une autre chose qu'il faut vérifier, c'est a-t-il souvent changé d'installation? Il y a quelques chirurgiens, on va dire, bohèmes, qui se déplacent très fréquemment, et c'est souvent dû à des problèmes, on va dire, médico-légaux. Ce n'est pas une règle absolue, mais ça peut être un indice à prendre en considération. Il faut également vérifier son cursus, c'est-à-dire où a-t-il effectué son internat, sa spécialité, et surtout a-t-il effectué un clinica. Le clinica, c'est après l'internat, ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux d'en faire un. Le clinica, ça vous permet d'être chirurgien responsable dans un service de chirurgie, d'avoir vos propres malades, de prendre vos propres décisions, et surtout, ça vous permet d'augmenter votre expérience clinique, c'est-à-dire quand vous voyez les gens, quand vous les examinez, et d'augmenter et de performer votre expérience chirurgicale, et surtout au sein d'une équipe de chirurgiens plus aguerris. Et ça, je pense que c'est un élément, je dirais, très très important à prendre en compte. L'autre chose, c'est sa capacité à expliquer le problème ou la pathologie et les solutions alternatives non chirurgicales. Car si le chirurgien vous saute dessus en disant oui, il faut absolument vous opérer, alors qu'au final, il n'y a pas vraiment d'urgence à le faire, il faut se méfier. Donc s'il est capable de vous expliquer ce que vous avez, les solutions qui s'offrent à vous, d'abord non chirurgicales et chirurgicales, et surtout s'il répond correctement et de manière claire et intelligible à vos questions, je pense que ça, c'est un facteur positif pour choisir ce praticien. Ce qui entraîne donc la notion de relation de confiance et d'empathie. Un chirurgien ou un praticien peu empathique, on est peu enclin à vouloir être pris en charge par lui, je pense que c'est tout à fait humain. Et il faut faire également attention au discours marketing, parce que des chirurgiens vont dire « oui, je possède la meilleure technique du monde ». Alors déjà, quand je dis « je suis le meilleur du monde », la meilleure technique du monde, etc., ça, il faut absolument faire attention à ce discours. C'est du discours purement marketing qui peut cacher quelques escroqueries. La chirurgie, il faut le rappeler, est une pratique, en tout cas au niveau du rachis, la chirurgie du rachis et cérébrale, est une pratique difficile qui doit rendre le chirurgien humble, et c'est comme ça qu'il apprend. Et puis ensuite, on nous parle souvent des classements dans l'Express ou dans les journaux, les quotidiens ou hebdomadaires ou autres, qui vous parlent des classements des hôpitaux, des unités chirurgicales, etc. Alors il faut savoir que ces classements, ça peut être un élément intéressant, mais reposent essentiellement sur la collecte PMSI, c'est-à-dire quel était le nombre d'actes par service pour telle ou telle pathologie. Et en fait, la règle, c'est plus vous en faites, plus il y a d'actes, et plus ils estiment que vous êtes bon. Mais je suis désolé, la pratique chirurgicale ne repose pas que seulement sur la pratique chirurgicale, elle est importante, bien sûr, il n'y a pas que ça. Elle ne prend pas en charge, elle ne prend pas en compte la qualité de service de l'établissement de santé, elle ne prend pas en compte la qualité humaine des acteurs qui animent ce service, et elle ne mesure même pas la satisfaction des patients à court, moyen, long terme. Et en plus, on ne connaît pas du tout le taux de complications, alors qu'on pourrait le connaître. Le codage PMSI, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un codage qui permet de coder une pathologie et un acte. Et c'est comme ça qu'on peut savoir combien d'actes vous avez fait, combien ça a rapporté à l'établissement, etc. Et lorsque vous étudiez le PMSI avec attention, vous pouvez détecter le taux de complication par déduction. Mais cela ne figure pas dans ce type de classement, c'est bien dommage. Donc j'espère que ces conseils vont pouvoir vous éclairer pour choisir le praticien le plus adapté à votre problème. Donc après avoir étudié les indications, les contre-indications opératoires, fait la tournée des chirurgiens et choisi votre bon praticien avec qui vous entendez bien, vous avez un bon feeling, nous allons voir maintenant les techniques chirurgicales du rachis lombaire qui ont beaucoup évolué ces derniers temps. Alors voici Arthur, qui est mon fidèle compagnon depuis des années, qui va servir de modèle. Donc vous voyez, Arthur, il a sa colonne, son crâne en haut, sa colonne cervicale, sa colonne dorsale et sa colonne lombaire. Et donc je vous montre Arthur parce qu'on peut voir ici l'empilement des artères, on peut voir que les disques se trouvent dans cette zone-là, et que derrière,
Si je fais ça, vous avez les articulations postérieures, c'est pour vous rappeler l'anatomie qui est importante à comprendre pour les techniques chirurgicales, qui permettent la flexion et l'extension, mais également l'inclinaison du rachis. Et vous voyez que de chaque côté, les racines sortent. En tout cas, au niveau lombaire, ces racines vont aller dans les jambes et innerver le périnée, contrôler les sphincters. Donc, les techniques chirurgicales dépendent de la pathologie qu'on va traiter. Et en fonction du site à atteindre, il va y avoir ce qu'on appelle des voies chirurgicales à adopter. Je vais vous prendre un exemple très simple, celui que tout le monde connaît, la hernie discale lombaire. En général, la hernie discale lombaire s'aborde par derrière. On passe entre les deux épines que vous voyez ici pour aborder le nerf qui est comprimé et enlever le morceau de disque qui le comprime. Donc ça, c'est la première voie d'abord. Mais on peut également faire des voies d'abord latérales, postéro-latérales, pour atteindre cette région-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans le canal, on a besoin d'aller sur le disque, et le disque, on peut l'atteindre, vous voyez, sur le côté. Donc ça s'appelle une voie postéro-latérale. Mais également, on peut faire encore un peu plus latéral, en passant par l'abdomen. On peut atteindre les disques, si on n'a que ce geste-là à faire sur les disques, on peut atteindre le disque par cette voie-là. Et enfin, on peut faire des voies antérieures, atteindre le disque par devant, en passant, en refoulant, en écartant les viscères, qui sont contenus dans un sac qu'on appelle le péritoine, et en écartant les vaisseaux, ça c'est la plus grosse difficulté de cette chirurgie, pour atteindre les disques et travailler dessus. Donc en fait, la voie d'abord, elle dépend de la pathologie à atteindre. Si je dois faire, en gros, pour résumer, si je dois faire un geste dans le canal rachidien, où il y a les racines nerveuses, en tout cas au niveau lombaire, eh bien je passerai par derrière ou un peu sur le côté. Si j'ai à faire un geste uniquement sur le disque, eh bien je vais passer en postérolatéral, sur le côté ou devant. Et donc, on peut dire également que la voie d'abord dépend aussi si le patient a déjà été opéré avant. Un patient qui a déjà été opéré par derrière, il va présenter beaucoup plus de difficultés pour aborder cette lésion par derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une fibrose. Une fibrose, c'est une espèce de colle qui colle tous les éléments anatomiques les uns aux autres et on a du mal à les reconnaître. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué et on a plus de complications lorsqu'on fait cet abord chirurgical. Donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître toutes les voies d'abord du rachis pour pouvoir s'en tirer d'une autre manière. Pour la hernie discale, on va parler surtout de l'essor important de la chirurgie dite mini-invasive. Qu'est-ce que c'est qu'une chirurgie mini-invasive? C'est une chirurgie qui se propose d'aborder les lésions, de traiter les pathologies en faisant le moins de dégâts possible à travers les muscles, les ligaments, les tendons et l'os. Vous avez bien compris que pour passer de derrière à l'intérieur du canal, on est obligé de couper la peau, de couper un muscle, de couper un os, un ligament et de rentrer dans le canal. Eh bien, les techniques de mini-invasives actuelles se proposent via un tube qui peut faire 5 mm de diamètre ou 20 mm de diamètre, de passer à travers le muscle sans le désinsérer et à pénétrer dans le canal en faisant un minimum de résection d'os et de ligaments. Donc ça, c'est très important parce que la chirurgie mini-invasive, c'est quoi son but finalement? C'est pas de faire un petit trou et tout le monde est content, non, c'est simplement que moins je fais de dégâts tissulaires et moins il y aura de douleur post-opératoire et plus rapide sera la récupération à l'hôpital et moins longtemps durera l'hospitalisation. En général, pour ma part, quand je fais des hernies discales par technique mini-invasive, les patients rentrent le matin et ressortent le soir. Voilà, dans la plupart des situations. Toutefois, cette chirurgie mini-invasive, lorsqu'on étudie les résultats à moyen et long terme, il n'y a pas de différence avec les autres techniques. Mais je pense que c'est important de rester le moins longtemps à l'hôpital, parce qu'il a été prouvé par diverses études que je ne vais pas citer, parce qu'il y en a tellement, que plus les gens restent longtemps à l'hôpital, plus ils risquent de développer des complications style infection nosocomiale ou complications dues à l'alitement prolongé. Donc plus tôt les gens seront levés et sortis de l'hôpital, et mieux ce sera pour eux. Ensuite, on a mis au point également des matériaux composites. Vous avez déjà entendu parler de patients qui ont des vis dans le dos pour traiter des scolioses, pour traiter, vous savez, le spondylolisthésis dont on avait parlé tout à l'heure. Eh bien, les matériaux ont changé. Avant, c'était de l'inox au premier temps. Et l'inox a été remplacé par du titane, qui est un métaux qui est semi-rigide. Et maintenant, on a mis au point des systèmes composites en carbone. Donc les vis sont toujours en titane, mais les tiges, alors, les patients appellent ça des plaques, mais en fait ce sont des tiges. Les tiges sont maintenant en composite, en carbone. Pourquoi? Parce qu'elles ont une souplesse qui est mieux, elles ont une meilleure tolérance au travail, en flexion-extension, et il y a moins de bris de matériel. Donc ça, c'est très important, et je travaille beaucoup d'ailleurs dans le domaine de développement de ce type de matériel composite,
qui offre de multiples applications dans la chirurgie du rachis. Alors pour illustrer les techniques mini-invasives qui me tiennent vraiment à cœur, parce que c'est vraiment le cœur de ma spécialité, je vais vous présenter une diapositive, une photo sur laquelle vous allez voir résumer cette technique mini-invasive. Donc sur cette diapositive, sur cette photo, il s'agit donc d'un patient qui est installé sur le ventre, la tête est sur la droite, les fesses sont sur la gauche. Vous voyez ma main qui tient un instrument qu'on appelle un aspirateur, donc qui va aspirer le sang. Et en haut de la photo, du haut vers le bas, vous allez voir un bras articulé qui se termine par un tube. Donc le tube, vous le voyez, il est noir, il a un diamètre de à peu près 15 mm. Et ce tube se situe à travers le muscle du patient. Nous sommes donc dans son dos, nous progressons de l'arrière vers l'avant, et ce tube est posé sur la partie latérale du rachis. Je vais vous montrer tout à l'heure sur mon fidèle compagnon Arthur. Et donc ce tube va permettre, quoi, finalement, de se positionner en face de la lésion à traiter, introduire les instruments nécessaires et utiles pour faire l'ouverture, pour atteindre, par exemple, là dans ce cas c'est une hernie discale lombaire, et ensuite ça va nous permettre, soit sous microscope, soit sous lunettes, qui va grossir l'image, ou encore sous caméra. Alors dans ce cas-là, je n'ai pas pris de caméra parce qu'elle était cassée, mais je travaille maintenant avec des lunettes qui grossissent 7 fois. Et bien, ça vous permet de contrôler parfaitement les structures anatomiques et de retirer la hernie discale. Quand vous retirez le tube, je vous montrerai une photo juste après, vous verrez la taille des cicatrices. Mais ce n'est pas tant la taille de la cicatrice qui compte, elle est importante pour la psychologie, on va dire, mais ce qui est important, c'est les dégâts qui sont faits en profondeur. Moins vous ferez de dégâts, mieux ce sera pour le patient, pour les suites opératoires et pour le contrôle des douleurs post-opératoires. Au final, on a besoin de beaucoup moins d'antalgiques, analgésiques centraux, tels que la morphine, qu'auparavant. Ça a été démontré dans plusieurs études, et également, je le vois dans ma pratique personnelle. Vous voyez sur cette seconde diapositive les résultats post-opératoires visibles par le patient et par le conjoint ou la conjointe. Vous voyez ces deux petites cicatrices qui font 20 mm de hauteur. Pourquoi deux cicatrices? Parce que dans ce cas-là, j'ai dû traiter un canal lombaire étroit sur 2 niveaux. Alors le canal lombaire étroit, vous savez, c'est ce canal qui se rétrécit à cause des becs de perroquet. Et auparavant, pour vous donner un élément de comparaison, si j'avais utilisé la technique opératoire classique, j'aurais dû faire une incision qui serait partie du bord inférieur de la chemise jusqu'à la limite du pantalon. Donc c'est une cicatrice, c'est extrêmement longue. Ça, c'est la première chose. D'autre part, j'aurais été obligé de couper les muscles des deux côtés qui s'insèrent de la colonne. Et troisième point, j'aurais été obligé de retirer tout l'arc postérieur pour exposer les éléments nerveux. Là, j'ai juste eu besoin de fraiser une partie de l'arc postérieur pour dégager la partie droite, en l'occurrence, et en basculant le tube, on est capable d'aller libérer la racine de l'autre côté. Donc ça, c'est une technique que j'exerce depuis plus de 15 ans, avec un excellent résultat perçu par le patient. Donc pour illustrer mon propos au sujet du traitement du canal lombaire étroit par voie mini-invasive, souvenez-vous de cette photo où on voyait deux petites cicatrices. Eh bien, je vais vous montrer, Arthur va nous montrer d'ailleurs, en quoi consiste une intervention classique sur le canal lombaire étroit. Le canal lombaire étroit se traite en passant par derrière. Donc, imaginons que nous avons un canal lombaire étroit entre L3, L4 et L4, L5. C'est souvent ces deux niveaux-là qui sont atteints. J'aurais été obligé auparavant, et c'est comme ça que j'ai appris à faire cette chirurgie, d'inciser la peau de là jusque là, de faire une incision quand même qui est longue comme ça. Ensuite, de couper les muscles qui s'insèrent de chaque côté de la colonne et de mettre un écarteur pour écarter ça, et donc pour exposer tout ça. C'est-à-dire qu'on voit effectivement l'os qui est exposé. Ensuite, avec une pince, donc c'est assez sauvage, avec une pince, on est obligé de retirer cet os-là, cet os-là, cet os-là, ainsi que les ligaments qui les lient. Et ensuite, on va couper l'os de chaque côté pour exposer les racines qui sortent de chaque côté. Donc ça fait beaucoup d'expositions de résection tissulaire, alors qu'on peut très bien s'en tirer en faisant juste on pose un tube dans cette zone-là, vous voyez, dans cet orifice, dans cette zone-là. On va élargir l'orifice ici en fraisant, en coupant l'os, ici et également là. On va fraiser l'os de chaque côté ici. On va manger un tout petit peu de ligament interépineux, et là on va dégager donc le côté droit. Ensuite, on va basculer le tube, parce que le tube est posé au milieu du muscle, à travers le muscle, et le muscle est souple. Donc on peut basculer très facilement le tube sans avoir de résistance ou trop de résistance.
Donc le tube il est comme ça, on va l'incliner comme ça, et en inclinant comme ça, et en continuant à fraiser de chaque côté, on va atteindre la racine de l'autre côté. Et comme ça, on aura élargi le canal à droite et à gauche. Idem à l'étage inférieur. Donc ça nous fait deux petites incisions, ça ne fait même pas de... On n'a aucune désinsertion musculaire, parce qu'on passe à travers le muscle, alors qu'avant on avait désinséré les muscles. Là vous me direz, mais désinsérer les muscles, ça entraîne quoi exactement? Est-ce que c'est vraiment aussi grave que ça? Oui, c'est embêtant, parce que dès que vous coupez un muscle, le muscle va se dénerver, et il va se transformer en graisse. Et il ne pourra pas revenir avant. C'est-à-dire qu'il sera toujours comme une espèce de morceau de graisse. C'est pour ça qu'il faut passer à travers et essayer de préserver ces insertions pour qu'ils soient toujours toniques. Et ça va être très important ensuite pour la rééducation, parce que si vous n'avez pas beaucoup de muscles pour vous redresser, pour retravailler la colonne, ça va entraîner une surcharge de travail sur les autres muscles et entraîner d'autres douleurs ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, étant entendu que pour une hernie discale, c'est exactement la même chose, qu'on fait un geste juste en face de l'endroit où se situe la hernie discale. Bien, ainsi se terminent ces capsules de bonus qui, j'espère, vous aura intéressé. Je reste à votre disposition pour répondre à vos nombreuses questions. Et j'espère que tout cela, tous ces conseils et toutes ces explications vous seront utiles pour vous éclairer.